Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience sur le GRTMB, donc la grande randonnée du Tour du Mont Blanc, que j'ai accomplie en 7 jours avec des chaussures minimalistes. Dans cette randonnée j'étais accompagné de Lorraine, que vous avez déjà vu sur la vidéo la grande randonnée autour de Paris, le GR75. Petite précision, aujourd'hui je me trouve dans la forêt de Fontainebleau, c'est pour ça qu'on a un super panorama. Je me suis pris une grosse pluie pour venir, mais c'est pas du tout le sujet du jour, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais tout d'abord faire une mise en contexte, expliquer rapidement le GRTMB et vous parler de chaussures minimalistes. Ensuite je vais vous parler de notre stratégie de départ, quels étaient nos objectifs. Et ensuite je vais vous faire un débrief jour par jour de comment ça s'est passé. Et ensuite je finirai par les avantages et les inconvénients de porter des chaussures minimalistes pour des randonnées aussi longues. Bien sûr corrélées à mon expérience. Donc tout d'abord, pour poser le contexte, le GRTMB, grande randonnée du Tour du Mont Blanc, qu'est-ce que c'est? C'est une randonnée, un tracé de randonnée qui fait le Tour du Mont Blanc comme ça l'explique. Souvent ça part des Ouches, ça passe en Italie, puis en Suisse, puis on revient en France du côté de la vallée de Chamonix. Donc nous avons une belle vue sur le Mont Blanc dans la majeure partie de cette randonnée. Cette randonnée elle est réputée assez difficile parce que c'est quand même 170 km au total, avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc en fait c'est jamais plat du tout, soit tu montes, soit tu descends. Tu fais jamais de route, tu fais que des petits chemins, des petits sentiers, des grosses montées de la mort, des méandres, des trucs dans le genre. C'est super cool, on adore. Ok, maintenant je vous ai expliqué ce que c'était que ce GRTMB, je vais vous parler rapidement des chaussures minimalistes. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est, mais comme explication je vais me baser sur ce qu'en dit la clinique du coureur. La clinique du coureur c'est un groupe d'experts, vous pouvez voir ce qu'ils font, c'est super sympa si vous aimez bien la course à pied. Selon eux, une chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui interfère minimalement avec les mouvements naturels du pied. Et elle répond à plusieurs critères. Donc elle a une flexibilité élevée, un poids très faible, une épaisseur de talon faible, aucune technologie de stabilité, correcteur de pronation et les trucs dans le genre, et aucun drop. Le drop c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, c'est pas noir ou blanc, c'est une chaussure minimaliste ou c'en est pas une. Avec ces paramètres, on peut calculer ce qu'on appelle un indice minimaliste. Mais en gros, moi, ce que j'ai porté durant ce Tour du Mont Blanc, c'est les Vibram Alpha truc, je sais plus quoi. Donc des chaussures vraiment limite, c'est un gant pour le pied avec une semelle très très fine. Et donc j'ai calculé son indice minimaliste, il est de 98%. 98%, voilà, donc c'est vraiment comme minimalisme, tu peux presque pas faire plus. Après tu peux le faire pieds nus, mais ça c'est encore autre chose. Comme chaussures minimalistes, on peut pas faire mieux, sachant que c'était mes premières, donc la transition a été dure, sachant que j'étais pas très préparé pour faire autant de marches en minimaliste, mais en même temps comment on peut se préparer à 10 heures de marche par jour pendant 7 jours, même avec des chaussures conventionnelles, je pense que c'est pas possible. Donc pour la faire courte, pourquoi je porte des minimalistes? Premièrement parce que j'ai le pied très large et que les chaussures minimalistes offrent une belle largeur de pied, donc ça fait pas mal au petit orteil. Deuxièmement parce que j'ai remarqué que quand je courais pieds nus ou en chaussures minimalistes, j'avais tout simplement moins mal aux genoux qu'avec des chaussures plus conventionnelles. Donc voilà ce qui me motive. J'ai aussi lu le best-seller Born to Run, ce qui m'a beaucoup motivé à essayer le minimalisme, et je peux dire que pour l'instant je ne suis pas déçu. Je vais vous parler rapidement de notre stratégie de départ. Donc le plus important à dire, c'est qu'on n'avait pas prévu de dormir en refuge du tout. Donc on avait prévu la tente, ce sac de couchage et le tapis de sol qu'on devait porter nous-mêmes. Ça nous permettait de faire des économies et de dormir où on voulait tout simplement, et de ne pas être obligé de réserver le refuge parce que tout l'été ils sont blindés et si tu réserves pas, bah t'as pas de place. En stratégie de nourriture, on n'avait pas de réchaud. Donc on n'avait pas de popote, pas de couverts, enfin on avait des couverts mais on n'avait pas de récipient. Et ça c'est cool parce que ça allège beaucoup, entre le réchaud et les récipients on est beaucoup allégé. Donc vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on avait prévu de manger. Alors, on avait prévu beaucoup d'oléagineux, donc des amandes, des cacahuètes, des trucs dans le genre parce que c'est très calorique, 600 calories au 100 grammes. Ensuite on avait prévu du pain, mais du pain très sec emballé dans du plastique, comme ça prend pas de place du tout et ça se conserve. Et on avait prévu des conserves. Une conserve de poisson pour le midi, une conserve de lentilles ou de haricots pour le soir. Donc au tout début on avait importé pour 3 jours de bouffe. C'est lourd, c'est très lourd, mais c'est pas grave parce qu'au début on est un peu frais. Plus on avance, plus on s'allège, c'est ça qui est agréable. En termes d'eau, on avait 6 litres. Pendant un jour on a été en panne d'eau un peu, parce
qu'il n'y avait plus rien. Voilà, c'était tout sec. Quand on revient en France pour aller vers Chamonix, vers les Ouches, il n'y a plus d'eau. Sachant qu'on n'avait pas de filtre pour l'eau et donc pas de réchaud, on ne pouvait pas la faire bouillir. Donc 6 litres c'était un peu juste par moment. Ah oui aussi, j'ai pas dit, pour se guider, on utilisait le topo guide de la fédération de randonnée qui est vraiment super bien. On a la carte, la grande carte de tout le tour au début. À l'intérieur on a des cartes IGN, plus des explications. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais pouvoir vous parler de notre expérience jour par jour. Alors notre TMB commence le 4 juillet. On arrive à la gare de Saint-Gervais. Et là on doit rejoindre le tracé, sauf que le tracé c'est pas à côté non plus. Et on n'avait pas prévu de... On n'avait rien prévu pour y aller. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à marcher sur une départementale assez dangereuse. On a gentiment été pris en stop par Brandon qui nous a déposé sur le tracé à un endroit qui s'appelle le Champel. Donc personne ne commence à cet endroit là, mais c'est rigolo, on a commencé de là. Et donc on est parti à 13 h le premier jour. En ce premier jour on était très frais, donc on a avancé assez vite. On s'est tout de suite pris du gros dénivelé dans les jambes, une bonne mise en bouche, mais on était frais, on avançait très vite et on doublait pas mal de gens. On arrive le soir à La Balme, c'est une aire de bivouac en France. Super l'aire de bivouac, rien à dire dessus. Il y avait beaucoup de gens, mais il y a de l'eau, il y a de quoi poser la tente, et c'est cool. Lendemain matin, très motivé, réveil 5 h 10, départ 6 h. Le deuxième jour, on a l'objectif de dormir en Italie, donc ça nous ferait beaucoup de rando, environ 9 h pour arriver en Italie. Mais on est confiant, on a envie de passer la frontière ce soir, enfin pour le soir du deuxième jour. Sauf que on croise deux personnes, Guillaume et Arthur, qui nous mettent au courant sur la difficulté de bivouaquer en Italie et en Suisse, là où c'est très très mal vu. Donc on discute avec eux et ils nous apprennent l'existence d'une ruine qui se trouverait non loin de la frontière, donc après le col de la Seine qui relie l'Italie à la France. Il y aurait une ruine où on pourrait dormir et être discret non loin de la frontière. Donc on continue d'avancer avec l'objectif de dormir là-dedans. Donc après 1000 mètres de dénivelé positif d'affilée, on atteint le col de la Seigne. Ça nous a paru totalement interminable, il y avait des montées raides, t'as l'impression de toucher le sol quand tu marches. Mais voilà, on a atteint le col comme ce qu'on voulait accomplir, après près de 10 heures d'effort. Voilà, donc après il nous restait plus qu'à trouver la fameuse ruine. Donc on a commencé à redescendre en Italie, commençait à se faire tard, il était passé 17 h, donc on avance, on commence à perdre espoir et on trouve ces fameuses ruines. Sauf qu'en fait on croyait qu'on pouvait poser la tente et dormir tout simplement, sauf qu'en fait c'était vraiment des ruines. Genre il y avait 1 mètre d'herbe dedans et on avait vraiment pas l'impression que quelqu'un avait dormi récemment quoi. On trouve quand même un carré où on a l'impression de pouvoir poser la tente, sauf qu'au milieu de ce carré il y a une belle merde qui nous attend. Ce qu'on a fait, on s'est pas découragé. On l'a décalé, on l'a mis sous un caillou et on a posé la tente. Durant cette deuxième journée, j'ai aussi eu mes premières douleurs. Donc pour l'instant, j'étais pieds nus dans mes chaussures minimalistes, ce qui est vraiment agréable. Mais par contre, en termes de frottement, c'est sûr que ça fait des frottements. Donc j'ai eu ma première ampoule sous la voûte plantaire à force de freiner la descente. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement mis des chaussettes, parce que j'avais prévu des chaussettes avec des doigts. Et de la crème anti-frottement autour de l'ampoule. Et après j'ai recommencé à marcher tout simplement. Mais j'ai aussi eu des douleurs, tout ce qui est tendon d'Achille, cheville. Je savais que la transition entre les chaussures conventionnelles et les chaussures minimalistes allait se faire brutalement. Et ce fut le cas. Nous nous réveillons ce jour numéro 3 avec objectif d'aller jusqu'à Courmayeur. Le jour 3 ça a été la journée la plus difficile pour moi. Pour plusieurs raisons. Douleur de cheville, douleur de tendon d'Achille, une mauvaise nuit et aussi en plus pour couronner le tout, la diarrhée à cause de l'eau qu'on a bu. Je sais pas si l'eau était un peu souillée ou si c'est une eau inhabituelle pour nos organismes, mais j'ai eu une belle diarrhée ce jour-là. Et le pire c'est que le matin je me réveille avec des douleurs chevilles et tendons et ce qui nous attend aujourd'hui c'est juste de la descente pour aller vers Courmayeur. Parce qu'on a dormi à 2400 mètres environ et Courmayeur se trouve à 1200 mètres. Donc on a énormément de dénivelé négatif à faire. Et le dénivelé négatif c'est le pire pour ce qui est les articulations, tout simplement parce qu'on doit constamment freiner la descente. Et en chaussures minimalistes, on ne peut pas freiner comme des gros bourrins en posant le talon. Non, on est obligé de poser l'avant-pied
et de freiner la chute avec nos mollets. Donc la descente fut interminable. Quand c'est plat, j'ai mal sous les pieds parce que mes dessous de pieds ne sont pas non plus habitués. Et quand ça descend, j'ai super mal à mes tendons, à mes chevilles. Donc ce jour-là, je me dis ça peut pas continuer comme ça. Je refuse de souffrir autant. Vraiment, je boitais. Je descendais à 2 à l'heure. Donc je prends la décision d'acheter des bâtons à Courmayeur. Je pense que c'est le seul endroit où j'aurais pu en acheter, donc ça tombe bien. On arrive à Courmayeur pour manger un peu tard, 14-15 heures. Donc on mange, on prend une très grosse pause et je m'achète des bâtons. J'ai choisi des bâtons rétractiles. Hop, 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 hop là. Comme ça, on peut les ranger facilement. Donc ce qui a achevé mes chevilles aussi avant Courmayeur, c'était qu'en fait, la descente vers Courmayeur, c'était une descente sans variation et un peu bitume, soit du bitume, soit des cailloux. Mais des cailloux, plein de petits cailloux en fait. Le pire pour des chaussures minimalistes parce que vraiment tu ressens le sol. Et que des petits cailloux, tu peux pas les éviter, tu es obligé de te les manger dans les pieds. Et quand c'était du bitume, c'était juste horrible parce que le bitume c'est vraiment super dur pour les articulations. Donc on arrive à Courmayeur, on prend une grosse pause dans un petit resto. J'achète des bâtons et ensuite on repart. On a pris une pause d'environ 1h30 je pense. Et la suite c'est de la montée. Et comme la montée c'est plus agréable pour les articulations, qu'on s'est bien reposé et que j'ai mes bâtons, toutes mes douleurs ont disparu. Je force à fond dans les bras pour que mes chevilles aient moins de contraintes et ça marche du tonnerre. Vraiment, on remonte après Courmayeur vers le refuge de Berton et c'est une renaissance pour moi. Les bâtons, vraiment, ça m'a sauvé. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des bâtons. D'ailleurs, on était un peu les seuls à pas en avoir au début. Au début, je me foutais de leur gueule ceux qui avaient des bâtons. Mais en fait, tout compte fait, c'est vraiment utile. Si on sait s'en servir, bien sûr. Moi je m'en servais dans les montées, dans les descentes, dans le plat, partout. Tout ce qui pouvait soulager mes chevilles, je le faisais. On arrive au refuge de Berton. On continue pour essayer de trouver un endroit où bivouaquer, où dormir. On marche une vingtaine de minutes et on trouve. Et là, camping sauvage face au Mont Blanc. Vraiment cadre parfait. Encore un camping à 2000 mètres. Donc c'est assez froid, on était tout juste niveau température. Pour cette troisième journée, on a fait 7h30 de randonnée indiquée dans le topo guide et ça nous a pris nous 11h30 en comptant toutes les pauses, les trucs, les diarrhées, les mal de cheville, la totale. Ça nous a pris 11h30 pour faire les 7h30 de randonnée indiquée. Mais c'était notre objectif du jour et on était content. On est au jour 3 on se réveille avec objectif d'aller en Suisse à La Foulie. Parce que La Foulie, ça on l'avait préparé, on savait qu'on pouvait se ravitailler en nourriture. Et donc on allait le faire bien sûr. Donc une grosse étape qui nous attend. Ouais, 8h50 de randonnée indiquée sur le topo guide pour arriver à La Foulie. Grâce à mes bâtons, moi j'ai eu beaucoup moins de douleurs. Je sentais que ça s'atténuait, j'avais un peu peur de me réveiller avec des douleurs. Parce que la veille j'avais eu vraiment très mal. Mais les bâtons ça m'a vraiment sauvé je pense. On a réussi à atteindre La Foulie en 11h30. Donc on a fait les 8h50 indiqués en 11h30, ce qui est je trouve une très belle perf. Arrivé à La Foulie, on s'est tapé un dénivelé négatif de malade parce que bien sûr entre chaque frontière c'est des cols. Donc on a passé le col entre la Suisse et l'Italie à 13h et du coup de 13h à 19h on a fait que de la descente. Donc pareil ça a tapé dans les articulations et on est arrivé à La Foulie comme des légumes. En plus ça faisait 3 jours qu'on s'était pas lavé. Donc on s'est offert une petite nuit au camping suisse qui coûte très cher. 35 € je crois pour la nuit en tente. Et on s'est ravitaillé pour les jours suivants avec bien sûr on a acheté du chocolat parce qu'on était en Suisse. Donc chocolat pain vraiment c'est un délice, c'était vraiment bon. Donc on s'endort dans le camping, on est propre, on va faire une super nuit. Et on s'endort en se disant que demain sera plus cool. Parce qu'on a fait quand même 8h50 aujourd'hui, c'était vraiment très éprouvant. Donc on ne se donne pas d'objectif pour le lendemain. Notre seul objectif c'était d'arriver à Champex en Suisse, un petit village. Et après on se dit bah on verra. Vraiment on passe dans des petits villages suisses, c'est vraiment magnifique les Alpes suisses. Je recommande à tout le monde de passer par là-bas. Par contre on s'est tapé un peu de goudron, ça fait un peu mal aux pieds. Quand on ressent bien le sol, on ressent que vraiment le goudron, en fait on n'est pas adapté à ça du tout. Nos chevilles ne sont pas faites pour ça du tout, ni nos genoux, ni rien du tout en fait. On est plutôt fait pour des petits chemins de forêt. Donc on arrive tranquillement à Champex, sauf qu'on arrive très tôt, on arrive avant 14h. Donc là bon on prend notre temps, on se pose dans une petite boulangerie, on achète du pain, on mange une fameuse tarte à la myrtille, spécialité de la montagne. Et on se dit bon bah il est tôt, on repart. Donc on repart, on se dit pas d'objectif, on marche le plus possible. Et plus on marche, plus on se dit on va aller loin. On avance jusqu'à
jusqu'à ce qu'on se dise si on allait jusqu'au col de la Forclaz, ce serait incroyable. Parce qu'en fait on croyait que le col de la Forclaz c'était la frontière entre la Suisse et l'Italie, entre la Suisse et la France pardon. Donc on avance, c'est super long, on se tape une montée de la mort pour arriver jusqu'à la Bovine. C'est indiqué dans le plan, mais vraiment il y a une maison et une vue incroyable. La Bovine c'était incroyable, sauf qu'après il fallait redescendre. Et la redescente, mais qu'est-ce qu'on est lent en descente. On descendait, on passe des cailloux à la forêt interminable, puis on entend les voitures, ça nous fait toujours bizarre quand on réentend les voitures. Et on arrive enfin au col de la Forclaz. Là ça nous fait un choc. Le col est traversé par une route de voitures, donc très bizarre. Et on est très déçu quand on apprend qu'en fait on est encore en Suisse. Que la frontière française est encore à 2 heures d'ici. On est un peu déçu, mais on se dit bon c'est pas grave, on reprend un camping quand même, comme ça on aura la douche. Donc on fait une deuxième nuit en camping. Oui, tous nos campings ont été faits en Suisse. On a payé très cher encore, 38 €. Donc pour une journée qui s'annonçait encore plutôt cool, on a encore fait environ 9 heures de randonnée indiquées sur le topo guide. Donc finalement une journée aussi dure que la veille. On comptait faire une journée cool, ça s'est transformé en une journée très longue. Donc on se réveille au col de la Forclaz et vraiment la veille on s'était dit qu'on pourrait vraiment faire ce GRTMB en 7 jours au lieu de 9 jours prévus. Donc on fait nos petits calculs et le soir on a objectif d'arriver à La Flégère. La Flégère c'est un endroit où il y a un lac et on peut bivouaquer parce qu'on est en France, et en France on peut bivouaquer, c'est plus cool qu'en Italie et en Suisse. Sauf que ce qui nous attend au petit-déj c'est quoi? 1000 mètres de dénivelé d'affilée sans interruption pour arriver au col qui fait la frontière entre la France et la Suisse, le col de Balme. On se tape ces 1000 mètres de dénivelé, c'est comme s'il m'était poussé des ailes grâce au bâton. C'est comme si j'avais envie de courir dans ce dénivelé avec mon gros sac. Je montais super vite, Lorraine avançait vite aussi mais elle était un peu derrière, elle avait plus de mal, elle avait des douleurs aux cuisses. Ça avançait super vite, on arrive après ces 1000 mètres de dénivelé, avant 11 heures. Qu'est-ce qu'on se dit? On continue. Et ce qui nous attend après ces 1000 mètres de dénivelé c'était l'aiguille des Posettes. Donc on redescend et on se fait un pic. Donc on arrive en haut de l'aiguille des Posettes, on prend notre petit repas et après on se dit c'est plus cool, on a juste à redescendre tranquillement vers la Flégère. Mais bon les redescentes ça fait toujours très mal aux chevilles parce qu'il faut tout amortir quand on est en minimaliste. Donc on arrive tranquillement à la Flégère, on pose la tente à côté d'un petit lac artificiel, et on voit qu'il y a une station de ski l'hiver ici. Sauf qu'en fait c'est la partie très sèche où il nous manque de l'eau, donc là ce soir là on n'a plus d'eau. Donc on va voir au refuge pour voir s'ils peuvent nous filer de l'eau. Bon ils disent non, parce qu'en fait c'est super sec et du coup ils la vendent l'eau. On n'achète pas d'eau et on choisit de boire l'eau des toilettes qui n'est pas traitée. On s'endort à La Flégère en espérant le lendemain trouver de l'eau au plus vite. Le lendemain on se réveille avec l'objectif d'arriver aux Ouches. Donc vraiment on sait que si on arrive à arriver aux Ouches, on a bouclé notre TMB en 7 jours, il nous restera juste une demi-journée. Pour arriver aux Ouches tout d'abord on doit gravir le Brévent. Le Brévent c'est un pic à 2500 mètres d'altitude, donc on a beaucoup de dénivelé positif qui nous attend. Et ensuite arrivé au Brévent on doit passer de 2500 mètres à 900 mètres les Ouches, donc 1500 mètres de dénivelé négatif, ce qui détruit les articulations littéralement. Mais on n'en est pas encore là parce qu'on arrive au Brévent, on est asséché. On arrive en haut du Brévent, on demande de l'eau dans les restos. Et en fait ils vendent 4 € la bouteille de 50 centilitres. Nous comme on est assoiffé, on en achète 2, donc 8 € le litre. On dézingue la bouteille tout simplement et on redescend, sauf qu'on a encore soif. Donc on choisit de boire l'eau d'un petit ruisseau. Un petit ruisseau qui se situe quand même à 2400 mètres d'altitude, sauf qu'on le sent direct, ça nous fait mal au bide direct, un peu comme le mal de bide que j'ai eu au tout début avec la diarrhée. Donc on continue à descendre vers les Ouches avec ce mal de bide, on est assoiffé, on ne boit pas. Donc la redescente vers les Ouches est interminable, les corps fatiguent, les chevilles s'usent, les genoux un peu flux. 1500 mètres de dénivelé négatif, ça fait super mal, on passe par tous les strates de la montagne, ça c'est sympa par contre. Bon, arriver à 900 mètres c'est un peu bas, on aimerait remonter plus haut. Donc on arrive aux Ouches, on est exténué, on se ravitaille un peu, on prend un bon saucisson et on sait qu'on ne pourra pas dormir aux Ouches. Donc arrivé aux Ouches, il faut qu'on continue à remonter, il commence à se faire tard, il est 20 h passées. On remonte très lentement. En fait on est dans la banlieue riche des Ouches, donc on ne peut pas poser la tente tout simplement. Dès qu'on monte il y a encore des baraques de malades avec des jardins super bien tendus. On commence à monter assez haut, on trouve un petit champ en jachère où on peut poser la tente, donc on le fait. Et au bout de 10 minutes on se fait virer pendant qu'on était en train de poser la tente. C'est dommage mais on continue. On continue de monter et on arrive sur des pistes de ski, mais bien sûr il n'y a pas de neige.
Et on se fait indiquer un petit endroit bizarre, tout plat, où poser la tente. Vraiment l'endroit il était nickel. Face au Mont Blanc, c'est tout plat. On a du saucisson, un bonheur. Sachant que le lendemain matin, on doit finir le TMB. Vraiment on était super contents. Donc super nuit, le lendemain matin, il ne reste plus qu'à faire les Ouches, le Champel. Ce qui est très simple, on y arrive à 10 h. Donc voilà, ce fut notre GR-TMB en 7 jours. Donc chaque jour on a abattu environ 9 heures de rando au total. 9 heures de rando indiquées sur le topo guide, donc bien sûr nous on a mis plus de temps avec les pauses. Je vais maintenant parler des avantages et des inconvénients de faire ce tracé en chaussures minimalistes. Alors tout d'abord il faut savoir que moi j'ai pris des minimalistes en ayant conscience que ça allait me buter les chevilles et les tendons. Mais en fait je voulais pas avoir mal aux orteils parce qu'ils sont trop serrés et avoir des ampoules à cause d'une chaussure trop serrée. Parce qu'en fait je pense que ça arrive à beaucoup de monde, les chaussures conventionnelles n'ont pas la forme du pied bizarrement. C'est censé chausser notre pied mais ça force notre pied à avoir une position bizarre. Donc on se retrouve à avoir un pied qui, avec les petits doigts les doigts qui se resserrent. Et donc ça nous fait des frottements de malade. Il n'y a que les chaussures minimalistes qui proposent assez de place pour les orteils. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi des minimalistes. Je préférais avoir mal aux articulations et aux tendons plutôt qu'avoir mal à l'orteil parce que ça frotte. Parce que je sais que les tendons ça se renforce alors que juste une douleur à cause d'une ampoule c'est juste débile quoi. C'est juste parce que ta chaussure n'est pas adaptée à ton pied. Et c'est malheureusement le cas de la majorité des chaussures qu'on trouve. Donc j'ai choisi des chaussures minimalistes en sachant que j'allais avoir mal aux pieds. Mais grâce à l'arrivée des bâtons au jour numéro 3, j'ai pu finir ce TMB parce que ça a vraiment soulagé mes pieds. Et bon, ça me faisait quand même mal en descente, dans les longues descentes, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. En plus, tu peux forcer avec tes bras avec les bâtons, donc tes bras ils sont pas ballants, tu sais quoi en faire. Et c'est cool parce que ça te chauffe un peu les bras, à force de travailler les jambes, bon, tes bras ils s'ennuient quoi. Mes articulations n'étaient pas du tout adaptées aux chaussures minimalistes. J'étais habitué à courir avec, mais pas plus que 10 km. Donc quand on se tape 25 km par jour plus 1000 mètres de dénivelé positif, c'est pas du tout le même type d'adaptation. Si vous voulez continuer en chaussures minimalistes, il faut vraiment prendre un temps d'adaptation, les porter de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Pas faire une transition trop rude parce que soit ça passe, soit ça casse. Je partais en sachant très bien ça. Moi c'est passé, mais ça peut casser pour certaines personnes on va dire. Donc après ce qui est intéressant c'est que si vous réussissez à faire votre transition vers le minimaliste et que vous portez que des minimalistes, votre démarche va devenir plus agile, plus souple. Parce qu'en chaussures minimalistes vous ne pouvez pas faire des pas très longs parce que vous n'avez pas de talon pour amortir les pas. Donc vous êtes obligé de faire des pas plus petits, plus fréquents pour amortir les contraintes et de plus jouer sur l'avant-pied, donc d'être plus discret déjà, d'être plus précis dans ses appuis et de vraiment comprendre le sol et d'adapter sa démarche en fonction du sol. D'ailleurs pour la montée aussi il faut adapter le pied parce que comme on a une différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied qui est nulle, quand on est en montée la cheville subit plus d'étirements. Donc il faut une cheville qui soit prête à encaisser tous ces étirements liés à la montée. C'est ça qui peut faire mal au tendon d'Achille. Donc c'est cool, vous allez devenir des ninjas en chaussures minimalistes, surtout si vous faites des terrains assez compliqués comme la forêt et la montagne. Vos pieds vont se renforcer, vous allez avoir des chevilles et des pieds super mobiles, super puissants, un équilibre de dingue. Et ça c'est cool parce que c'est que grâce aux minimalistes. C'est même plus simple de sortir de la cheville avec des chaussures que pieds nus je trouve. Donc comme je le disais, les chaussures minimalistes ça permet aussi d'être plus conscient du sol sur lequel on marche. On va amortir différemment sur tel ou tel sol, on va faire des différences de longueur de pas, on va adapter si on pose le talon ou non, parce qu'en fait quand on marche on pose le talon, mais en chaussures traditionnelles on pose le talon beaucoup trop fort. Parce que le pied ne sait pas comment réagir parce qu'il ne ressent pas le sol tout simplement. Bon, dans les points négatifs c'est que vous irez peut-être un peu moins vite en chaussures minimalistes, en tout cas en descente, parce que la personne qui a des chaussures traditionnelles peut bourriner en descente, faire des grands pas, c'est la chaussure qui amortit tout avec le talon de toute façon, alors que si vous faites ça en minimaliste vous avez juste vous détruire les talons et les genoux parce que si vous amortissez avec le talon, les muscles ne font rien du tout, l'onde de choc se propage. Cheville, genou, hanche, vous allez avoir mal partout. Alors que si vous posez l'avant-pied, c'est les muscles qui vont amortir. Et les muscles ils vont être de plus en plus forts en amortissage. Et c'est donc les muscles qui vont amortir la contrainte et non les articulations. Et ça c'est cool, parce que les muscles s'adaptent beaucoup mieux que les articulations. Donc vous allez pouvoir subir des contraintes de plus en plus fortes, beaucoup plus vite. En plus faire le tour du Mont Blanc en chaussures minimalistes, ça peut paraître fou.
Mais en fait, des sentiers dits techniques, c'est beaucoup plus agréable pour le pied que de la route. La route, c'est vraiment le plus traumatisant possible. Donc entre quelqu'un qui court du trail et quelqu'un qui fait de la course sur route, le plus traumatisant pour les articulations, c'est la course sur route. Je dis pas que tout le monde devrait faire du trail, parce qu'on peut aussi s'adapter très bien à la course sur route. Mais quand on court en minimaliste, on le ressent très bien. Quand on court sur le bitume, c'est vraiment super traumatisant. Voilà, le dernier petit point négatif, c'est que c'est pas du tout étanche. Et que comme il n'y a pas de semelle, dès que vous marchez dans 1 mm d'eau, votre pied sera mouillé. Donc moi ça va, je suis pas frileux et plus je le savais, ça m'était égal. Et en plus on est en été, mais l'hiver ça doit être un peu plus vénère, même s'il existe des chaussures minimalistes plus chaudes, peut-être étanches, je sais pas, je me suis pas renseigné sur le sujet. Donc pour conclure tout simplement, je recommande les chaussures minimalistes à tous ceux qui veulent adopter une démarche plus agile, plus souple et des pieds plus forts, donc je pense que ça vous concerne tous. Adoptez simplement une période de transition. Il existe aussi des chaussures qui font la transition entre le conventionnel et les minimalistes. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais si ça vous intéresse, renseignez-vous. Il y a plein de données sur le sujet, sur YouTube, sur internet, sur la clinique du coureur aussi que j'ai cité au début. Donc voilà, moi je ne regrette pas du tout d'avoir fait le TMB en chaussures minimalistes, qui plus est des chaussures minimalistes très minimalistes. Ça m'a vraiment, je pense, renforcé le pied et appris à adopter une nouvelle démarche plus proche du sol. Maintenant je ne jure que par le minimalisme, à voir si ça perdure dans le temps parce que mon expérience est quand même assez récente.